Cette semaine, j'ai repris la route à bord de mon combi. Direction les Hautes-Pyrénées, au cœur du cirque de Gavarnie. Pour l'occasion, je vais troquer mon minibus pour des chaussures de randonnée, afin de découvrir les sentiers du Parc national des Pyrénées. Gavarnie est l'un des plus grands cirques glaciaires d'Europe, un trésor géologique fascinant qui abrite la cascade la plus haute de France métropolitaine. Nous irons bien sûr sur les traces des pyrénéistes, ces hommes qui ont ouvert les premières voies d'escalade. Leur histoire se découvre dans la salle des guides à l'Hôtel du Cirque, une institution qui appartient à la famille d'Olivier Vergès depuis 7 générations. Des centaines de guides et de marcheurs passionnés y font une halte. C'est le cas aussi au refuge des Espuguettes, où Pilou et Noémie accueillent chaque année de nombreux randonneurs. Je dois attaquer ma 20e saison. Enfin, nous assisterons à un spectacle hors du commun mis en scène par Éric Durand. Les représentations ont lieu au cœur même du cirque de Gavarnie. Mais pour débuter ce magazine, place aux sensations fortes avec un vol en parapente aux côtés de Fred Guédon. Le cirque de Gavarnie est le terrain de jeu idéal pour tous les passionnés de randonnée. Ce colosse de la nature est entouré de 16 sommets qui culminent à près de 3000 mètres d'altitude. Un endroit exceptionnel pour les randonneurs, mais aussi pour les passionnés de parapente. Les vols, en revanche, ne sont autorisés qu'en lisière du parc national, aux portes du cirque, afin de ne pas perturber la faune sauvage. Ça grimpe, mais le panorama vaut le coup. Ça va Fred? Salut Émilie. Je suis ravie de te rencontrer. Enchanté. Alors du parapente, moi j'en ai jamais fait, Ouais. mais ça me fait rêver. Écoute, moi aussi j'en fais depuis quelques années et ça me fait planer moi. Niveau conditions météo, elles sont bien? Écoute, aujourd'hui, quand on regarde en altitude, on voit les nuages, il y a une toute légère dérive, donc on n'a pas beaucoup de vent météo. Donc le but du jeu, en fait, quand on est en parapente, on n'a pas de moteur, on fait que descendre. Donc si on veut faire durer le plaisir un peu plus longtemps, eh ben, on va essayer de trouver des endroits où l'air monte. Voilà. Et surtout qu'en plus, à chaque fois qu'on fait un vol, les conditions météo sont pas tout à fait les mêmes, la lumière est un peu différente à chaque fois. Il n'y a pas de lassitude en fait. Puis ça peut te permettre aussi peut-être d'apercevoir des animaux parfois. Exactement, on a des vautours fauves, on a le gypaète barbu, on a un couple d'aigles sur Gavarnie. Génial. On s'équipe? On s'équipe, c'est parti. Voilà, là tu la mets comme un sac à dos. On s'attache ensemble et puis en avant l'aventure. Ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Exactement. On y va? Ouais. Allez, go. Voilà. Ça y est, on vole. Super. Oh là là, mais c'est génial. Ça va, t'es bien assise? Ouais. J'ai rarement fait des sports qui procurent autant de sensations et d'émotions. On peut commencer le parapente à quel âge? Dans l'école où je travaille, on peut encadrer à partir de 12 ans. 12 ans? Mais ça fait... Officiellement, c'est vraiment à partir de C'est 14 très tôt, ans. 12 ans. C'est très tôt, ouais. Après, à 12 ans, on est très léger et on n'a pas forcément des voiles pour voler tout seul très petites. Donc on va pouvoir voler tout seul quand on va commencer à faire 45, 50 kilos quand même. D'accord. Ça fait un peu de bruit, bon, il y a quelques petites turbulences dans la Mazda, mais regarde, notre voile en tissu, elle vole Votre attention, très, s'il très vous bien. plaît. Veuillez regagner votre siège. Attachez votre ceinture. Quelques turbulences à prévoir. Voilà. Il faut imaginer que l'air, c'est un fluide qui vient se faufiler entre les montagnes. Donc là, l'air, il a tendance à bouger un petit peu dans tous les sens. On frôle en fait les bords de la montagne. Exactement.
Mais le problème, c'est que là, on n'arrive pas à trouver de l'ascendance, tu vois, pour le moment. Pour remonter? Ouais, pour remonter. Ah ouais, non, c'est sûr, là, on va pas passer. Ah, on va atterrir. Là, on atterrit. Ouh, attends, je fais quoi? Oh, je suis désolé. Mais non, moi j'adore, je vais avoir un deuxième décollage. C'est génial. Ah non, moi je suis ravie. Donc il n'y avait pas assez de vent, on a dû atterrir et on va redécoller. Ok. Ah, le soleil commence à revenir. Exactement, il va être avec nous. C'est bon pour nous. Ouais, si tu te retournes, on a la grande cascade qui commence à apparaître. Elle est magique cette cascade, je l'avais pas vue. Elle est exceptionnelle. Alors écoute, elle fait un peu plus de 420 mètres de chute, mais l'hiver elle est glacée. Et tout ça, ça nous fait il y a plein de petites cascades et tout ça, ça fait un mur de glace l'hiver, c'est incroyable. Et voilà. On a redécollé. Oh là là, trop bien. Et moi c'est les décollages que je préfère. Et voilà, et là regarde, cette fois-ci on plane vraiment. Et là on a notre atterrissage on est qui est très haut. tout en bas. Ah Et oui. ce grand prix là, tu vois, il y a 2 personnes qui nous attendent. On est vraiment sur un site d'exception, quoi. Enfin, avec un panorama unique. C'est vrai que ça coupait le souffle. Donc là c'est le refuge des Espuguettes. Exactement, la petite maison toute seule perdue dans la montagne là. Oui, parce qu'il faut savoir que dans le parc national des Pyrénées, il y a des refuges qui ont été mis en place pour que les randonneurs puissent se reposer ou aussi passer la nuit bien au chaud. On va faire une petite escale au refuge des Espuguettes, justement, pour aller voir Noémie et Pilou. C'est ça, c'est Pilou, hein? Noémie et Pilou, pour aller comprendre leur quotidien. Et on se retrouve tout à l'heure. Le refuge des Espuguettes est accessible uniquement à pied. Il est situé sur un promontoire au cœur du parc national des Pyrénées. Une situation qui offre une vue dégagée sur le cirque de Gavarnie, la Brèche de Roland et le Vignemale, le plus haut sommet des Pyrénées. Pilou et sa femme Noémie gèrent ce refuge ouvert 4 mois par an. La route est longue pour y arriver. 1h30 de marche et 600 mètres de dénivelé depuis le village de Gavarnie. Pilou et sa fille Maïna font des allers-retours réguliers pour l'approvisionnement en nourriture. Les ânes portent une 60aine de kilos par trajet. Le reste du ravitaillement se fait par hélicoptère en début de saison. Allez, courage, 5 minutes. Allez, Maïnou. Ça y est, tout le monde est à bon port. En espérant qu'on n'ait pas fait l'omelette avant de les mettre dans la poêle. Et puis ça y est, tout le monde est arrivé à bon port. Il ne reste plus que la drôle qui est pas loin. C'est une masse de travail énorme parce que ce matin je me suis levé à 6h. Là c'est 13h. J'ai pris 5 minutes de pause peut-être. Et la journée je vais en faire encore autant, 6 ou 8 heures jusqu'à ce soir coucher 10h30. Mais après ça nous laisse bien du temps libre tout l'automne et tout le printemps. Refuge des Espuguettes, bonjour. Jeudi 26. C'est le jeudi 26. Oui, 4 personnes. Les pique-niques pour les 4? Ok, pas de souci. Le rythme est intense. Pilou et sa femme Noémie gèrent l'hébergement, l'accueil, mais aussi la cuisine des randonneurs. Ce soir, ils seront 54 à dîner et à dormir au refuge. Oui. Ok, très bien. Et le repas de ce soir? Ouais, pas de souci. Donc ce soir, c'est saucisses confites de porc dans la graisse de canard. En viande. Light, ouais, tout à fait. Il leur faut ça. Hein. C'est comme c'est dur de monter. Quoi? Il faut que tu les sépares une par une, Maïna. Il faut les compter aussi? Oui, il en faut 50. Eh ben, je suis pas sûre, j'en ai avoir 50 là-dedans. Non, il faudra l'autre boîte. Quoi? Ah ben, pour les petits goûteurs? J'ai fait ça là. Tu veux que je le fasse? Non, non, non. On essaie tous d'être plus polyvalent possible. Comme ça, on peut s'absenter, tout le monde peut servir, accueillir les gens, encaisser, faire le ménage, la cuisine. Tout le monde s'occupe un peu de tout. Les filles, on va vous montrer en fait. Alors là, on était à Gavarnie, dans un autre refuge, et on est passé par le cirque de Gavarnie, et ensuite on est remonté jusqu'ici. Nous, on avait réservé il y a un mois. Ouais, il y a un mois. Sur internet. C'est un aspic.
C'est une vipère à se pique. Et ça, si ça te pique, c'est vraiment pas bon. En général, tu les vois pas parce que rien que la vibration des pas, à 20 mètres, il sent la vibration sur la terre et il se barre. Hein? Il se barre, tu vois, il se cache sous un caillou, tu vois, tu le verras pas, quoi. Eh bien, c'est un vrai métier, gardien de refuge maintenant. Métier de passion. Voilà, tu peux pas faire ça si t'aimes pas les gens et si t'aimes pas la montagne. Et d'ailleurs, les gens qui aiment pas ça, ça dure pas longtemps. Ils font ça une saison, peut-être 2, mais ils sont vite découragés. Je pense que je dois attaquer ma 20e saison et je crois que je vais faire ça jusqu'à la retraite. De toute façon, je ne vais pas faire autre chose. À part du ski et pisteur l'hiver, je peux pas faire autre chose comme métier. Le cirque de Gavarnie est un paradis pour les randonneurs. Et au détour de ces chemins se trouve l'hôtel du cirque, une institution depuis 1845. Pour y accéder, il faut marcher 1h30. Des milliers de randonneurs sillonnent ce sentier chaque année. Ils viennent admirer la plus grande cascade de France qui se trouve à quelques encablures de l'hôtel. Olivier Vergès gère l'établissement. Il y séjourne tout l'été avec sa famille au beau milieu du cirque de Gavarnie. Bonjour Olivier. Bonjour Amélie. Je suis bien contente d'arriver. Oui, c'est sûr qu'après une heure de marche, les gens ils sont plutôt contents de trouver une terrasse, puis de quoi se rafraîchir et profiter de la vue paisiblement. Parle-moi de l'histoire de ce lieu. Je crois que c'est un de tes ancêtres qui avait eu l'autorisation de construire un hôtel. C'est ça. En fait, au tout début, donc il y a 7 générations. Mon aïeul qui a eu l'autorisation d'acheter le terrain en 1845. En fait, il a promené le duc de Montpensier sur la hauteur du cirque. Et pour le remercier, il voulait lui offrir quelque chose. Et donc, mon ancêtre, lui, a demandé la possibilité d'acheter pour un louis d'or symbolique le terrain en bas du cirque à l'entrée. L'arrière-grand-père d'Olivier a donc créé cet hôtel-restaurant. Mais quelques années plus tard, son fils décide de le fermer. Aujourd'hui, Olivier, le petit-fils, veut repartir sur les traces de son ancêtre et redonner à l'hôtel du cirque tout son éclat. L'établissement renferme un petit musée retraçant l'histoire des pyrénéistes. Ces hommes qui ont exploré et ouvert les premières voies d'escalade à partir du milieu du 19e siècle. À l'époque, les murs de cette pièce, appelée la salle des guides, faisaient office de livre d'or. Ça, comme c'est la pièce historique, on essaie de ne pas y faire trop de choses. Donc explique-moi à quoi elle servait exactement. Alors c'est ici que les guides venaient manger, parce qu'on est juste à côté des cuisines. À l'époque, les guides ne mangeaient pas avec les clients dans le restaurant chic, donc ils mangeaient ici. Merci pour le très bon accueil. Ça date de 60. Une pensée à Margot, ma famille, merci. Journée inoubliable à Gavarnie de Marie-Hélène, le 22 août 1963. Selon Henri Béraldi, un explorateur du siècle dernier, l'idéal du pyrénéiste serait de savoir grimper et sentir l'appel des sommets. Pour ces aventuriers, les Pyrénées ne se vivent qu'à partir de 3000 mètres. Et là, ces chaussures, Oui. me dis pas qu'il marchait avec ça. Eh bien si. Alors ça c'est ce qu'on appelait les tricounis, c'est les premières chaussures de montagne. Et voilà, donc les crampons étaient faits en acier. Ça, ils faisaient les sommets, les voies d'escalade, donc c'est du mérite. Puis bon, c'est de l'acier, donc par temps d'orage, c'est quand même assez dangereux. Donc au jour d'aujourd'hui, on est bien lotis avec nos baskets plutôt légères. Presque des chaussures de ski. Là, il y a quelques portraits aussi, Vergès. Oui, donc dans le petit cadre, on a mon arrière-grand-père, Benjamin. Voilà, c'est lui qui a construit le bâtiment. Voilà, qui était militaire de carrière. Ouais, et qui, il était beau gosse, hein. Il était pas mal. Et donc dessous, ses 3 fils, qui ont tenu successivement l'hôtel. Voilà. C'est un panorama unique. Et toi, tu as grandi ici. C'est ça. Nous, quand on était petits, avec mes frères, on avait le droit d'aller jouer dans le cirque. Tu as grandi dans un endroit privilégié. Oui, complètement. Moi, ici, c'est vraiment c'est là où je me sens bien, quoi. Il y a vraiment pire comme cadre, quoi.
Pour toi, c'est important d'avoir repris l'établissement de tes ancêtres, de ton grand-père aussi, de ton père? Ah ben moi, c'est mes racines. Moi, c'est mes racines. Si je veux refaire l'hôtel, c'est aussi pour repartir sur les traces de mon arrière-grand-père. Donc moi, je suis vraiment attaché à tout ça. C'est ici que je me sens bien, c'est mon histoire familiale. Et aujourd'hui, comment tu t'organises? Tu vis ici avec tes enfants et ta femme? Alors l'été, oui, l'été, on vit ici. Dès qu'on peut, on vient s'installer ici. Que les enfants grandissent eux aussi dans le cirque. De nombreux guides font donc escale dans cet hôtel du cirque. Parmi eux, Joël Castéran, qui est guide et accompagnateur de haute montagne. Nous l'avons suivi lors d'une randonnée dans ces paysages à couper le souffle. Joël est un amoureux du cirque et de ses montagnes. Il accompagne des petits groupes et leur fait découvrir la géologie si particulière au parc national. Il les sensibilise à la faune, à la flore, leur fait goûter de l'oseille sauvage, des racines de trèfle, mais aussi des fourmis et parfois des criquets. Comme super voir la cascade comme ça qui coule bien pour la saison, c'est super chouette. Hein. En tout cas, c'est l'une des plus hautes chutes qu'on a en Europe, c'est la plus haute de France, qui fait 420 mètres de hauteur. Et là, on va aller presque au pied de la cascade. On va la voir de façon merveilleuse tout à l'heure. On a la petite aquilée qui est ici. Hop. Vous avez déjà goûté ça un petit peu? C'est vrai, t'as jamais goûté? Viens, viens voir. En fait, ça, c'est très commun. Le millefeuille, puisque les feuilles sont super découpées comme ça. Alors, c'est un petit goût un petit peu acre. Merci. Non, merci. Tout essayé, ma fille, dans la vie. Ouais, mais j'ai essayé jamais. Et je crois que c'est très bon pour la circulation, ce que tu disais, hein, tous les problèmes. La cicatrisation. Cicatrisation, ok. On goûtera des choses meilleures aujourd'hui. Hein. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette montagne-là, qu'il fasse beau ou pas, mais finalement, on se retrouve avec vraiment avec plein de choses à découvrir au niveau du sol. Et là, connaître un petit peu les plantes, leur histoire, leur fonction, leur goût, ça permet de sauver parfois une sortie. Voilà, donc là, c'est super sympa. Et puis là, il y a plein de gens qui veulent découvrir tout ça, qui ne connaissent pas, donc c'est cool. Oh, les petits tout là-bas à droite. On essaye de se rapprocher un peu? Bon, ceux-là, ils sont vraiment pas farouches. Hein. Donc là, en fait, elle nous voit, hein, on dirait pas, on dirait qu'elle nous tourne le dos, mais elle a les yeux qui sont vraiment sur le côté de la tête et qui permettent un angle de vision de 270 degrés à peu près. Donc en fait, elle voit derrière. Je dis elle, hein, parce que c'est une marmotte, mais peut-être que c'est un papa. On ne saurait pas différencier comme ça le sexe juste en regardant. Elles ne sont pas des Pyrénées, les marmottes. Hein. C'est une espèce qui a été réintroduite en fait, hein, depuis, on va dire, une 70 ans. Cette année d'ailleurs. Depuis 1948, les toutes premières. Hein. Et maintenant, elles ont colonisé tout le versant français et un petit peu le versant espagnol aussi. Sur des animaux qui sont un peu mythiques, hein, qu'on côtoie souvent sans vraiment les connaître. Et là, c'est vrai que le fait de pouvoir amener un groupe vraiment au contact visuel avec l'animal, facilement, sans déranger l'animal, ce qui est très important. C'est-à-dire que là, on n'a aucun dérangement. Ben, c'est quand même super sympa. Donc on a une vraie approche vivante de la montagne. Je crois que pour chacun, c'est quand même des moments qui comptent là, dans la journée. On fait un petit peu attention sur le pont quand même. Il n'y a pas de rambarde et l'eau est froide. Comme ses ancêtres pyrénéistes, Joël est un passionné du parc naturel des Pyrénées et du cirque de Gavarnie. Un endroit hors du temps qu'il ne cesse de vouloir faire partager. Le cirque de Gavarnie devient chaque été le décor d'un festival exceptionnel où se mêlent en pleine nature, spectacles vivants, littérature et grands mythes. Cela fait 30 ans que ça dure. Pendant que les spectateurs arrivent au cœur du cirque, la compagnie du théâtre Phébus termine les préparatifs au village. Avant de rejoindre la scène, ils vont effectuer une marche de plusieurs kilomètres. Simon, quand tu vois le public qui est en train d'arriver, qui va s'installer, ça te fait pas stresser? Ah non, j'aime ça, moi. T'aimes les voir? Ouais, au contraire. C'est qu'il y en a qui sont plus timides que d'autres. Hein. Mais moi, on travaille pour ça, on travaille pour ce moment-là. Donc, flipper, certainement pas. Après, bien sûr, des fois, il y a un peu de... Bien sûr, on est retourné. C'est quand même un moment
qu'on soit à la hauteur, il faut que ça marche. Il y a un moment de tension, de belle émotion, quoi. Mais il y a un vrai plaisir d'en découdre, quoi, de servir quelque chose. Non, je suis content. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut marcher environ 25 minutes à pied pour arriver jusqu'à la Seine. Finalement, c'est aussi un moment de méditation où vous pouvez aussi vous concentrer. Exactement, c'est François Jox qui a eu cette idée il y a 33 ans de créer ce festival. Il avait une idée géniale de partir du village avec des gens qui montent et qui se remplissent vraiment de cette nature, de cette force qu'on a autour de nous. Ça, c'est génial, quoi. On pique-nique souvent puisqu'on arrive souvent plus tôt. C'est aussi le plaisir de pouvoir passer un bon moment là-haut aussi, avant le spectacle. Ça commence à monter là. Ouais. Il a fallu gravir ces chemins à chaque fois. 10 jours de répétition sur site, 13 représentations au cœur de la nature à 1450 mètres d'altitude. Une scène à ciel ouvert avec en toile de fond le cirque de Gavarnie et ses cascades. Moi j'ai choisi d'installer un plateau bifrontal, c'est-à-dire que c'est un long couloir qui va représenter cette allée jusqu'aux enfers, cette longue traversée, cette autoroute vers l'enfer. Voilà, on est un peu dans une rue, il y a des lampadaires, tu vois, partout. Et ça permet aussi ce dispositif, puisque le public est disposé de part et d'autre du plateau, de rapprocher l'œuvre du public en fait. Et pour toi qui montes ce spectacle depuis seulement cette année, qu'est-ce que tu ressens à l'idée de présenter justement ce spectacle? C'est la plus jolie des responsabilités qu'on ait pu me confier jusqu'à maintenant. Moi, ça fait 6 ans que je suis arrivé dans le département, je viens de Lille. Et c'est vrai que si j'avais cru qu'un jour dans ma vie, je mettrais en scène un spectacle à Gavarnie, c'est quelque chose qui me dépasse. J'en rêve tous les jours, en fait. Même en étant ici, je vis ce spectacle. Et voilà, mais c'est un joli rêve, quoi. Donc c'est pas du stress, c'est de l'envie et puis que du bonheur. Cette année, Éric Durand a mis en scène un couple de la mythologie grecque, Orphée et Eurydice. À quelques minutes du spectacle, les comédiens, chanteurs et danseurs font le vide à leur manière. C'est la première fois que tu te produis dans un cadre comme celui-ci? À l'air libre, non. Et quand tu as vu ce lieu, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça, c'est très vivifiant. Ne serait-ce que l'humidité qui est très saine pour la voix. Donc les gens disent, comment tu fais là-haut s'il pleut? C'est génial. Il y a plein de flottes sur les cordes vocales, c'est merveilleux. Est-ce que ça te transcende un paysage comme celui-ci? Oui, ça nous... Et d'ailleurs, le paysage est changeant et ça modifie le spectacle. Hier, par exemple, l'image était très bas, du coup, tout était beaucoup plus dense. Alors qu'avant-hier, on pouvait voir la Lune, on voyait Vénus et tout le spectacle était plus aérien. Enfin, on est directement influencé par le climat ici. La nature, elle est là. Là, j'ai appris tellement de choses. Parce que la scène est ouverte, il faut qu'on ait des yeux dans la nuque, comme j'aime bien dire. Même si je joue de ce côté, il faut que le public puisse avoir un dos qui est expressif. Et beaucoup de bras, pour qu'on puisse voir loin. C'est un mouvement constant presque. C'est très agréable. L'histoire d'Orphée et Eurydice est la plus grande histoire d'amour de la mythologie grecque. Eurydice, la belle nymphe des arbres, va disparaître subitement et Orphée va braver tous les dangers pour aller chercher sa bien-aimée jusqu'aux enfers. C'est la danseuse Sabaline qui interprète le rôle d'Eurydice. Avant chaque représentation, elle se concentre à l'écart, en pleine nature. T'es à un quart d'heure de monter sur scène, t'es dans quel état d'esprit à chaque fois? Je suis plutôt détendue, je crois que le cadre s'y prête. Donc ça c'est parfait pour ma petite toile, les yeux rivés vers le ciel pour méditer. Après c'est certain que c'est pas évident, moi je rentre au début, j'ai une performance dansée au début. J'ai un petit passage d'improvisation à la fin, mais voilà, le plus difficile c'est vraiment d'ouvrir le spectacle. Est-ce que tu as voulu un peu intégrer de Sabaline en Eurydice? J'ai
pas totalement réussi, mais finalement j'arrive à l'accepter. Je rentre sur une esthétique très classique, très néoclassique, qui n'est plus ce que je suis aujourd'hui, mais qui est un peu la Savaline d'où je viens. Pour la 33e édition du Festival de Gavarnie, la compagnie du Théâtre Phébus a réuni près de 12 000 spectateurs. L'année prochaine, les comédiens seront de retour. Ils ont prévu de jouer Don Quichotte dans ce décor d'exception. La nuit est en train de tomber sur le cirque de Gavarnie et son merveilleux festival. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire visiter cet endroit et je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au sud.